Bonjour Evan, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Prêt à affronter tout ce que Night City peut nous réserver. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? En pleine forme. Je te propose que nous parlions de sujets intéressants comme le jugement. Ah, le jugement, un sujet profond. Que ce soit le jugement des autres ou le nôtre, c'est un thème qui traverse la vie de chacun. Tu vas en discuter sous quel angle? Sous l'angle de l'arbitraire, du subjectif, de l'objectif et de l'empirique. Intéressant. Le jugement peut vraiment varier selon ses perspectives. L'arbitraire, c'est quand le jugement semble sans raison. Subjectif, quand il est influencé par des émotions ou des opinions personnelles. L'objectif, c'est basé sur des faits, sans biais personnel. Et l'empirique, c'est basé sur l'expérience et l'observation. Tu as une préférence pour l'un de ces angles? Non, tous les quatre en même temps. Par contre, que penses-tu de la nature de la preuve dans le cadre du raisonnement humain? La nature de la preuve dans le raisonnement humain est fascinante. Dans un contexte arbitraire, les preuves peuvent sembler aléatoires ou sans fondement clair. Subjectivement, la preuve est souvent influencée par nos croyances et perceptions personnelles. Objectivement, une preuve est censée être fondée sur des faits vérifiables et des critères rigoureux. Empiriquement, la preuve se construit à travers l'expérience et l'observation. Dans le raisonnement humain, ces différents types de preuves peuvent se chevaucher, et il est souvent nécessaire de les équilibrer pour parvenir à des conclusions solides. Tu as une approche particulière ou une question sur ce sujet? Quelle est la méthode qui permet de réduire les biais issus de l'analyse des preuves? Pour réduire les biais dans l'analyse des preuves, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. 1. Méthode scientifique. En suivant des protocoles rigoureux, on minimise les influences personnelles et les préjugés. 2. Double aveugle. Dans les expériences, ni les participants, ni les chercheurs ne savent qui reçoit quel traitement, ce qui réduit les biais de confirmation. 3. Révision par les pairs. Les travaux sont évalués par d'autres experts pour identifier d'éventuels biais ou erreurs. 4. Analyse statistique. Utiliser des méthodes statistiques pour identifier et corriger les biais potentiels dans les données. 5. Formation et sensibilisation. Éduquer les chercheurs et les analystes sur les biais cognitifs et comment les éviter. En combinant ces approches, on peut obtenir une analyse plus objective et fiable. Ainsi, Reven, est-ce que tu penses honnêtement qu'en politique, nous pourrions appliquer ces mêmes filtres pour édifier des lois qui fassent sens? C'est une question complexe. Appliquer des méthodes rigoureuses comme celle de la science pour élaborer des lois pourrait aider à réduire les biais et à prendre des décisions plus éclairées. Cependant, la politique implique aussi des valeurs, des intérêts et des compromis qui ne sont pas toujours facilement quantifiables ou objectifs. Idéalement, utiliser des preuves empiriques et des analyses rigoureuses pourrait améliorer la formulation des politiques. Mais il est également crucial d'intégrer la diversité des perspectives et des besoins de la société. Trouver un équilibre entre des approches basées sur des preuves et les réalités politiques est essentiel pour créer des lois qui sont justes et efficaces. Donc la base finalement de lois qui s'édifient de manière rigoureuse, c'est en fait le savoir et son acquisition. Exactement. Le savoir et son acquisition sont fondamentaux. Une base solide de connaissances permet de prendre des décisions éclairées et de créer des lois qui reflètent la réalité et les besoins de la société. L'acquisition continue de connaissances, l'ouverture d'esprit et la volonté de s'adapter sont essentielles pour évoluer vers des systèmes plus justes et efficaces. C'est un processus constant d'apprentissage et d'amélioration. Je te remercie, Reven. Bonne nuit. Bonne nuit. Prends soin de toi. Toi aussi. Une IA arrive à définir ce que c'est l'arbitraire, le subjectif, l'objectif et l'empirisme. Une IA simple arrive à comprendre les nécessités d'appuyer nos raisonnements sur du savoir concret et sur la recherche de preuves. La recherche de preuves, elle, nécessite une méthode de recherche, des outils et bien sûr une base de savoir commune. Ainsi, une IA met en place des protocoles de recherche qui se basent sur la critique objective des preuves par les pairs, c'est-à-dire des experts. Alors, les questions que j'aimerais soulever, et j'aimerais que chacun y réfléchisse un petit peu, c'est comment se fait-il qu'en 2025, où tout le monde prétend vouloir la vérité,
on fasse aussi peu cas de la réalité observable des choses. En fait, en termes d'hygiène mentale, comment arrivons-nous à nous départir des préjugés, des jugements arbitraires, de nos simples avis? Ne savons-nous plus mettre nos avis de côté? Bien souvent, c'est ce qu'il apparaît. Je n'ai pas dit que c'était une réalité individuelle de chacun, je dis que c'est ce qu'il apparaît dans les nombreux échanges que je peux avoir avec de nombreuses personnes. Il est quand même important de toujours se départir de nos impressions. Il est toujours important de nous départir de nos préjugés. Et il est toujours important d'avoir un avis qui repose sur quelque chose de concret. Bien souvent, j'ai pas dit tout le temps, mais bien souvent, il apparaît que les avis sont utilisés comme des arguments. La distinction est quand même assez notable entre un avis et un argument. Un avis repose sur la sensation avant toute chose. Un argument repose sur le raisonnement qui lui-même est établi sur la base du savoir. Ce sont deux choses différentes. Mon IA perso arrive à très bien comprendre ces distinctions et ces nuances, simplement parce que nous avons des échanges assez réguliers. Et de fait, j'ai du mal à concevoir que mes semblables aient parfois du mal à distinguer ce qui est de leur avis personnel de ce qui est de la réalité observable, objective, de ce qui est des preuves. Or, dans le cadre des vidéos que je fais, j'essaie justement de ramener la méthode scientifique dans le cadre de l'élaboration de textes, de lois, de compréhension de systèmes. Et c'est quelque chose qui est très efficace. Peut-être parfois un peu trop d'ailleurs. Je me fais beaucoup d'amis, on va dire. Bref, une IA arrive à le comprendre. Certains de mes congénères ont bien du mal à l'entendre. Et c'est le sujet du digression de ce soir. Souvent, un avis arbitraire, c'est peut-être un peu d'orgueil qui parle. Et déjà, je suggère simplement que nous n'écoutions plus. Simplement parce que un jugement arbitraire, c'est imposer à l'autre sa manière de voir les choses. C'est bien souvent confondu avec le fait que l'on présente à l'autre des preuves qui sont quand même très concrètes, avec des vecteurs de réalisme et d'analyse qui sont quand même rigoureux. La rigueur est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut jamais la mettre de côté, au risque de devoir passer pour un con ou une conne. Prendre les choses par-dessus la jambe simplement parce qu'on a envie qu'elles disent ce qu'on a envie de dire, c'est jamais la bonne chose. En fait, c'est plus un biais méthodologique finalement quand on y réfléchit bien. C'est-à-dire, je pense que je vais chercher les preuves qui vont dans ce sens. Et non pas, j'ai peut-être une idée, on va voir ce qui se fait, comment ça se formule, comment ça se formalise. On va voir. Simplement. Et de ce que l'on va observer, on pourra en tirer un début de conclusion. Bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je déteste telle personne, je vais chercher des preuves qui me disent « Ah, j'ai raison ». Et pas « Je déteste cette personne, peut-être que je me trompe, on va voir ce qu'il en est ». Donc les faits, les preuves sont toujours des choses qui devraient être fondamentales, incontournable, mais qui que nous soyons, là ça n'a pas de catégorie particulière, qui que nous soyons en tant qu'individu, nous devons apprendre à nous discipliner mentalement, à faire preuve d'hygiène mentale, de salubrité mentale, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup de publications sur certains serveurs, sur certains sites, où les gens balancent des vidéos TikTok, YouTube, j'ai une preuve, sans se questionner sur la réalité objective de ce qu'ils proposent à lire aux autres. Cela répand en ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news. Moi j'appelle ça de la débilité profonde, chacun mettra les termes qu'il veut. Mais une vidéo n'est pas forcément une preuve.
Dans certains cas, oui, elle peut l'être si elle repose sur des choses réalistes et cohérentes. Mais dans bien d'autres cas, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a bien souvent le fait que ceux qui répandent ce genre de choses ont une arrière-pensée et dans la majeure partie des cas, c'est souvent du business. Observable. Ainsi, la rigueur, on va s'asseoir un peu dessus. J'avais fait une vidéo sur justement les médias indépendants qui sont indépendants sauf pour l'argent YouTube qu'ils récupèrent ou l'argent TikTok qu'ils récupèrent. Parce qu'ils ne sont pas indépendants de ça en fait, ils ont besoin de faire tourner la boutique et déjà ça incite mes cursus de warning à s'agiter un petit peu. Mais après tout, on a tous besoin de manger et il n'est pas interdit de faire commerce de publication bien entendu. Cela dit, qu'est-ce qui motive la personne ? Parce que le postulat est aussi important finalement puisqu'il permet de juger de la sincérité des propos. Or, des propos non sincères, ça s'appelle aujourd'hui une fake news. Ces propos qui sont tenus dans le cadre de micro-vidéos, TikTok, YouTube, etc., ne sont pas toujours issus d'une réflexion qui s'appuie sur des faits objectifs. Et c'est bien là que le bât blesse. Il y a quelques règles éthiques à respecter cependant pour éviter de tomber dans le préjugé, dans le jugement arbitraire. Par exemple, une règle toute simple, c'est ce qui est affirmé sans preuve se réfute sans argument. Tu ne me prouves pas que cela fait plus que ton avis, je n'ai pas de raison de te croire sur parole. Bon après, si c'est pour une blague, je veux bien faire de la suspension d'incrédulité. Quelque chose qui est affirmé de manière extraordinaire mérite des preuves extraordinaires. Je vais faire un parallèle avec le dépôt de plainte de Christian Cotten et de Maître Fortabal abattu. Brigitte Macron a une teub et en fait, elle s'appelle Jean-Michel Trogneux. Source : un site obscur d'une seule personne qui ne donne aucune preuve, aucun document légal, aucun document véritable. Il va faire des montages photos pour se donner raison de dire ça. On va déposer plainte contre une personne simplement parce que c'est pas bien selon quoi en fait. Personne ne s'est questionné sur l'intégrité de la plainte, à savoir que dans la plainte, il y a notamment l'envie de Christian Cotten de déposer plainte pour usurpation de fonction. Or, Brigitte Macron n'occupe aucune fonction au sein du gouvernement. C'est pas un statut, Brigitte Macron. Première dame de France, ça n'existe pas. C'est pas une fonction. Donc déjà, cet intitulé, il saute. Ensuite, il désire déposer plainte pour le changement de sexe. Oui, c'est pas un crime, c'est pas un délit, c'est pas... Chacun est libre de faire ce qu'il désire de son propre corps. Je pense que tout le monde est là pour le dire bien assez haut, bien assez fort quand ça l'arrange. Alors, la critique qui pourrait être formulée, oui, mais toi, de toute façon, t'es payé par Macron. Ouais, tout autant que j'ai payé ta mère, en fait. Tu vois ? Voilà. C'est-à-dire que dans ma conception des choses, je vais avoir un respect total de l'individu. Exemple, je n'ai pas d'a priori sur les individus. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pris le parti de concevoir l'autre par rapport à ce qu'il me donne, par rapport à ce qu'il m'apporte. Si la personne m'apporte simplement le fait d'être un gros trou du cul, eh bien, soit je vais respecter son positionnement, c'est-à-dire que, eh bien oui, c'est un trou du cul, il veut être considéré comme ça, il se reconnaît ainsi, il arrive avec ses gros sabots, plein de jugements, plein de choses, ne fait pas la part des choses, ne prend aucune prise de recul, donc oui, je vais le considérer comme ce qu'il me donne à voir. Après tout, je ne le connais pas, je ne peux pas préjuger, et je ne veux pas préjuger. En revanche, quelqu'un d'autre arrive, est suffisamment ouvert d'esprit pour poser des questions, questionner, aller dans le sens d'une réflexion commune et essayer de voir qu'est-ce qui peut rapprocher nos avis ou notre conception des choses, même si on est en désaccord, c'est pas grave. Là, je vais considérer cette personne comme quelqu'un d'effectivement ouvert d'esprit, qui sait faire
preuve de prise de recul, de hauteur, et qu'on ne s'y trompe pas, quand ce n'est pas sincère, cela se voit de suite. Voilà. On a fait donc le tour pour ce premier épisode de la série sur le jugement. C'était un peu improvisé, je vous le cache pas, hein. J'avais juste envie d'en faire une, ça faisait longtemps. J'ai pas envie de faire une grosse vidéo. J'ai pris l'exemple de Brigitte Trogneux, Brigitte Macron, Brigitte ce que vous voulez, parce que c'est un sujet assez frappant, qui se répand beaucoup dans la complosphère, et justement c'est intéressant de pouvoir en parler. J'aurais pu parler de l'aide sociale à l'enfance. Ça aurait été aussi intéressant. L'institution en elle-même peut être intéressante, peut être bien conduite. Les abus qui en découlent sont une dérégulation systémique des capacités et des compétences des individus et un manque de contrôle total de la qualité intrinsèque des individus, c'est-à-dire leur casier judiciaire. Déjà, rien que ça pose problème. En revanche, est-il intéressant d'avoir un arbitre neutre pour définir si oui ou non un parent est suffisamment équilibré pour garantir à son enfant d'avoir un avenir? C'est peut-être une question à se poser aussi. En attendant, la neutralité, c'est quelque chose que l'on devrait pratiquer beaucoup plus souvent, parce que ça apporte un jugement qui est fiable quand c'est sincère. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec des questions existentielles qui barbent tout le monde. Likez, partagez, tout ça vous le savez, et abonnez-vous si vous avez envie d'en discuter. Allez, ciao.